d'être présent avec nous ce matin pour notre webinaire trimestriel qui est le premier de l'année 2025. Il portera donc sur le fonds Abacus Discovery, qui est un fonds action small et micro-cap européen. Je serai accompagné pour ce webinaire d'Edwin Faure, notre CEO et gérant, ainsi que Romain Rieul, analyste gérant du fonds. Petit détail technique, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la partie Q&A qui est située en haut au milieu de votre écran. Nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Je vais dans un premier temps revenir brièvement sur notre société, Philippe Autain Gestion, avant de laisser la parole à Edwin Faure, qui vous fera part de notre lecture du contexte actuel des small et micro-cap européens, avant de revenir sur le fonds Abacus Discovery, ses caractéristiques, mais aussi son début d'année qui a été mouvementé par un contexte macroéconomique compliqué, là où le fonds a su montrer sa résilience. Enfin, Romain Rieul finira par vous partager nos principales convictions des mois à venir et nous répondrons donc à vos éventuelles questions. Alors, Philippe Autain Gestion, avant d'être une société, c'est avant tout l'histoire d'une famille de banquiers suisses qui voit le jour en 1786 avec ses premiers pas dans la finance. C'est en 2003 que le groupe est créé, avec dans un premier temps une partie de corporate finance avec une expertise en M&A. Les premiers OPC sont quant à eux créés en 2011 avec la partie gestion. Je tiens à souligner que nous n'avons pas de lien avec la Banque Autingre, à part le fait que les fondateurs viennent de la même famille. Concernant Philippe Autain Gestion, nous sommes donc une société 100% indépendante et avons donc une liberté dans la totalité de nos investissements. Et nous sommes 15 collaborateurs spécialisés, engagés, investis personnellement aux côtés de nos porteurs. En 2021, la gestion voit une nouvelle structure apparaître avec l'arrivée de notre gérant Edwin Faure, mais aussi la mise en place d'une nouvelle méthodologie de gestion, dite Abacus, qui est basée sur un process rigoureux d'analyse fondamentale orienté qualité et valorisation des sociétés. Nous appliquons donc cette méthodologie de gestion à nos diverses stratégies d'investissement. La première que vous connaissez donc, Abacus Discovery, qui est le sujet de la présentation d'aujourd'hui, mais aussi une autre gamme de produits article 9, qui sont des fonds impact, avec notre fonds action Abacus Green Deal, qui est un fonds multicap, et notre fonds Abacus Crédit Impact, qui est notre fonds obligataire. Nous proposons également des solutions dédiées sur mesure, adaptables aux besoins de chaque typologie de client. Dernier point, mais qui n'est pas des moindres, est l'engagement responsable de la société. En effet, chez Philippe Autain Gestion, nous mettons en place un comité RSE assez régulièrement et avons développé en interne différentes méthodes et d'outils propriétaires qui nous permettent une analyse extra-financière des sociétés et de leur attribuer une notation ESG. Voici globalement pour la présentation de la société. Je vais maintenant laisser Edwin le plaisir de vous parler du contexte des small et micro-cap européens. Merci. Bonjour à tous, merci Jules pour cette introduction. On va vous parler un petit peu du contexte rapidement des small caps et pourquoi vous dire en première partie pourquoi il est intéressant d'investir dans les small caps. La première raison pourquoi investir dans les small caps, c'est la surperformance par rapport aux large caps. Les small caps ont tendance à surperformer les large caps entre 2 et 3% par an depuis plus de 28 ans en Europe. Alors, ce n'est pas le cas récemment, mais on va vous expliquer pourquoi. Pourquoi cette surperformance? La première raison, c'est que sur le cycle de croissance, les small caps sont plus petites et ont tendance à avoir des croissances de bénéfices plus importantes que les large caps. Deuxième point, c'est l'alignement des intérêts entre les dirigeants des small caps et les actionnaires. Souvent, les dirigeants sont ou partie de la famille ou les entrepreneurs et donc il y a un alignement qui est meilleur que les large caps. Troisième point, c'est aussi tous les financements qui sont accordés aux small caps. Plus récemment, la CDC a investi 500 millions sur les small caps françaises et le Fonds national italien va investir 700 millions à la fin de l'année pour soutenir ces petites entreprises cotées en bourse. Les small caps aussi sont très nombreuses. Il y a plus de 2000 entreprises en Europe dans lesquelles on peut investir, donc ça donne un grand vivier d'investissement. Et on dit que souvent, plus vous descendez en market cap, plus les marchés sont inefficients, ce qui rend l'investissement sur les small caps plus intéressant pour les gérants actifs pour surperformer. C'est aussi un vivier très dynamique d'OPA, puisqu'il y a un nombre d'OPA plus important que sur les large caps par définition, puisque les small caps sont plus petites, que c'est plus facile d'acheter une entreprise qui fait 100 millions de market cap
plutôt qu'une entreprise qui fait 10 milliards. La sous-performance des small caps. Small cap sous-performe depuis 4 ou 5 ans par rapport au large cap. Pour la principale raison, c'est les incertitudes économiques. Dans les périodes d'incertitude économique ou de crise, les small caps sous-performent plus fortement les large caps et ont tendance à baisser plus fort puisqu'elles sont plus petites, considérées plus risquées et qu'il y ait plus d'incertitude sur ces entreprises. Ce qui est étonnant, c'est que récemment, sur les dernières années, les publications ont été plutôt très bonnes. Donc, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi ces small caps ont autant sous-performé que dans le passé. Mais au moment des reprises macroéconomiques, souvent les small caps ont tendance à rattraper leur retard et même surperformer fortement. Et aujourd'hui, ça fait vraiment 4 ans qu'il y a cette sous-performance marquée. Elle a été aussi accentuée par des collectes massives. Depuis 2018, il y a plus de 7 milliards d'euros qui sont sortis des fonds small cap français, ce qui en fait appuie sur les performances des small cap. S'il y a beaucoup de flux sortants, ça pèse sur les cours des small cap, ce qui explique cette sous-performance. Aujourd'hui, on pense qu'il y a un rattrapage possible des small caps par rapport au large de plus de 70%, ce qui permettrait d'avoir une performance assez impressionnante sur ce segment. Un point d'entrée attractif sur les small caps aujourd'hui. En termes de valorisation, si on regarde par rapport au large cap, il y a une décote assez importante. Il y a 25% de décote sur les large caps si on regarde les multiples d'EBITDA. En fait, vous achetez des entreprises 25% moins chères, alors que dans le passé, elles étaient mieux valorisées parce qu'elles étaient en plus forte croissance. Si on repart à des entreprises de taille plus similaire, comme dans le private equity, on a une décote de 27% aussi sur les EBITDA, ce qui explique aussi, pour des entreprises vraiment similaires, c'est beaucoup plus intéressant d'investir sur des petites entreprises cotées en bourse que le private equity. Aujourd'hui, ce qui pourrait donner un flux plus important et une redynamisation du segment, c'est plusieurs choses qui sont récentes. La première, c'est le plan de relance massif européen avec l'Allemagne qui a décidé d'investir 1 000 milliards d'euros dans la défense et l'infrastructure. Ça va permettre un ruissellement aussi sur les autres entreprises en Europe. Ça, c'est le côté très positif. 2, la baisse des taux d'intérêt. Les small caps sont considérés comme des actifs un peu plus risqués. Donc, quand les taux montent, on a tendance les gens vendent les small caps. Et quand les taux baissent, les gens ont tendance à racheter les small caps. Donc là, on a vu des baisses de taux assez engagées. La BCE a récemment baissé ses taux. Et on a une trajectoire assez positive de voir des taux encore baisser et avoir un retour des flux sur le segment d'activité. Troisième plan qui est plus intéressant aujourd'hui au niveau des flux, c'est la sensibilité aux tensions commerciales internationales. Les small caps sont plus domestiques, plus locales, on va en parler avec notre fonds. Et donc, tout ce qui se passe au niveau des tarifs douaniers ou des histoires de change, elles sont moins impactées et donc permet aujourd'hui une exposition plus domestique et avec une meilleure visibilité dans les années à venir. Notre méthode de gestion. Ceux qui nous connaissent, vous connaissez très bien notre méthode de gestion. On va essayer de caractériser les grands points de cette gestion. La première, c'est qu'on veut seulement investir dans des entreprises de qualité qui ont une résilience économique importante. Donc, on veut que des entreprises puissent passer les différents cycles économiques sans être trop impactées. Donc, vous allez voir que le portefeuille est structurellement très peu investi dans les valeurs cycliques. On n'a pas d'auto, on n'a pas d'aéro, ainsi de suite. On cherche des entreprises structurellement en croissance. On veut des croissances supérieures au PIB parce qu'une entreprise de qualité, elle est en croissance. Elle gagne des parts de marché ou elle est positionnée sur des secteurs long terme de croissance. On a un esprit on dit toujours qu'on veut investir à peu près dans des entreprises qui vont faire 7% de croissance structurelle de la top line. Une rentabilité élevée, une entreprise de qualité a des marges élevées, en tout cas plus élevées que leurs confrères, et ont un retour sur capital employé élevé, ce qui permet en fin de compte de réinvestir régulièrement à des taux d'investissement et de retour sur investissement plus importants. Il faut aussi que l'entreprise ait un free cash flow positif qui permet en fin de compte d'autofinancer sa croissance future et qu'elle ne soit pas sensible à des augmentations de capital ou des risques de problèmes de financement. Il faut bien sûr aussi des avantages concurrentiels élevés, des barrières à l'entrée fortes, avec des actifs qui sont difficiles à répliquer et qui ont été construits pendant 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans. Et bien sûr, une gouvernance exemplaire. Une entreprise doit être dirigée par des patrons qui ont un très bon track record, qui ont toujours un alignement d'intérêt important avec les actionnaires historiques.
Au niveau de la valorisation, comme on achète des entreprises de qualité, les prix sont souvent élevés, donc on essaye de trouver le meilleur entreprise de qualité, mais pas trop cher. Et c'est pour ça qu'on a dans un vivier de 2000 entreprises, on arrive à trouver des entreprises de très bonne qualité, méconnues sur ce segment d'activité. Au niveau de la valorisation, on va regarder différents métriques. C'est important. On regarde beaucoup la génération de cash, qui est notre métrique la plus importante, mais ça peut évoluer, bien sûr, en fonction des secteurs d'activité, avec une certaine marge de sécurité. On est à la recherche des pépites, c'est pour ça que le fonds s'appelle Discovery. Donc, vous allez voir dans le portefeuille, on a beaucoup d'entreprises que peu de nos confrères ont, qui sont peu connues et qui ont un potentiel de revalorisation importante. Notre approche, elle est très long terme. Quand on décide d'investir, on va investir dans des entreprises qui vont avoir de 5 ou 10 ans de perspective devant nous. Donc, on ne fait pas de market making, on ne fait pas de trading, on ne sait pas de jouer des résultats. On est vraiment sur du très long terme. On veut un turnover très faible, même si récemment, avec les dernières OPA, on a dû avoir une rotation plus importante. Le dialogue avec les dirigeants est très important. La recherche sell-side sur les small caps depuis MiFID II s'est effondrée. Donc, on passe beaucoup de temps avec les analystes gérants à faire des rendez-vous avec les dirigeants. On fait plus de 500 meetings par an. Et ça, c'est très important. On est très indépendant des benchmarks, on est très décorrélé des indices parce qu'on fait vraiment de la gestion de conviction. On ne veut pas se coller aux benchmarks. Et c'est ça vraiment, sur la durée, où on pense qu'il va faire la différence au niveau des performances. La gestion des risques est aussi très importante. On veut des entreprises qui soient solides financièrement, puisqu'elles sont de qualité. Donc, on a beaucoup d'entreprises en cash net ou avec des endettements faibles. On veut pouvoir avoir une bonne prévisibilité et visibilité des résultats pour minimiser ces incertitudes avec des business très récurrents. On veut aussi des business qui soient immunisés au niveau des disruptions. On ne veut pas miser sur des technologies disruptives. On aime bien les business qui sont là depuis très longtemps et qui ont peu de risques d'être disruptés au niveau réglementaire. Et bien sûr, le ESG est quelque chose d'important. On a un modèle ESG en interne qui nous permet de réduire nos risques au niveau des controverses et réglementaires et de nous saisir de certaines opportunités. Pour conclure, on est un peu une entreprise de qualité, faible valorisation aujourd'hui, buy and hold, et on va accompagner ces entreprises dans la durée. Un mot sur notre fonds qui a été repris, ce que disait Jules, depuis 2021. Au niveau des performances, le fonds depuis 2021 a fait une performance de 32%, ce qui surperforme ces deux indices de référence, le MSCI Microcap qui, pour la même période, perd 4%, et le Russell Small qui prend 20%. Sur cette période, on a eu aussi un certain nombre d'OPA, qui est quelque chose qui est structurel dans notre gestion. Plus récemment, en 2024, on a fait une très bonne performance puisque le fonds est positif à peu près plus 8%, et alors que nos deux indices de référence sont négatifs de moins 1 et moins 3%. Tout ça avec une volatilité maîtrisée qui est inférieure à ces deux indices de référence. Et ça, c'est quelque chose d'important de dire que comme ces entreprises sont de qualité, elles ont tendance à avoir mécaniquement des volatilités plus faibles. Sur le début de l'année, on a essayé de caractériser le fonds sur 3 périodes du début de l'année. Comment ça s'est passé? Sur le premier trimestre, on a eu 2 périodes. La première période, c'était la sous-performance du fonds. Sur le début de l'année, notre fonds a sous-performé ses indices de référence, principalement dû à notre sous-exposition à certains secteurs qu'on considère cycliques, qui ne sont pas ou peu présents dans notre fonds. Le premier, c'est la finance, les matériaux, l'immobilier, etc. C'est un choix de gestion qu'on garde et qu'on garde depuis très longtemps. La deuxième partie, c'est un effet rattrapage qu'on a eu. Et ça, c'est principalement lié aux publications. Comme les entreprises small cap ou micro cap sont moins sensibles à la géopolitique ou à la macroéconomie, elles commencent à évoluer vraiment en fonction des publications. Et donc, sur la deuxième partie du trimestre, on a commencé à voir les résultats de 2024 qui ont été excellents pour nos valeurs. Et donc, on a eu un rattrapage. Et la troisième partie, donc post premier trimestre, on a voulu le mettre un peu en avant, c'est la résilience du portefeuille, où le portefeuille a fortement surperformé dans la période de baisse par sa structure de valeur de qualité principalement. Et on a essayé de vous montrer en haut à droite pour vous montrer un peu comment le fonds a résisté. Le fonds a perdu dans la période d'annonce des tarifs douaniers de M. Trump de 6% par rapport à ces indices qui ont perdu pour le stock small 11% et le microcap de 8%. Donc, principaux contributeurs sur le début de l'année ont été des secteurs plutôt de la défense
et de l'électronique avec Ala, Sicor et Powersoft, et au détriment du secteur plutôt des énergies comme Assystem et SIF qui ont contribué négativement à notre performance. Un biais géographique et sectoriel affirmé, ce que je disais un petit peu avant. La première chose, c'est que l'exposition du fonds est assez différenciante, puisqu'on a une exposition Europe du Sud. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à peu près 60% du portefeuille est exposé en Italie, en Espagne et en Grèce. Pourquoi ce biais est si important? Parce qu'en fin de compte, c'est là où on trouve les meilleures opportunités en termes d'entreprises de qualité à des valorisations très faibles. Si vous allez dans les pays nordiques, le marché est beaucoup plus développé, plus mature, il y a beaucoup de gérants, et donc il est plus efficient, et on a des valorisations extrêmement élevées. Et ça, c'est pour ça qu'on a une exposition très faible sur ces pays-là, même si c'est très à la mode dans les gérants small cap. Donc voilà, cette exposition Europe du Sud, qui est peu connue, nous permet en fin de compte un terrain de jeu plus intéressant. Au niveau sectoriel, donc, on est très peu exposé au secteur, ce que je disais, cyclique. Donc, on a une grande exposition sur le secteur de la digitalisation, transition énergétique, cyberdéfense. C'est vraiment des secteurs qui sont pérennes, où on est à l'aise d'investir dans les 5, 10, 15, voire 30 prochaines années. La valorisation est intéressante pour nous. Aujourd'hui, le fonds se paye, c'est ridicule la valorisation. Pour des entreprises de super qualité, vous payez 5,9 fois les EBITDA contre l'Eurostoxx Small qui se paye 7,8 fois et un PE de 11,7 fois contre 12,5 fois. C'est vraiment des valorisations les plus basses, alors que vous avez des croissances des BPA estimées pour cette année, même s'il y aura peut-être des revalorisations à la baisse avec ce qui se passe. À peu près 24% cette année, l'année suivante de 18%. Si vous dites que les multiples ne bougent pas et qu'il n'y a pas de reprise sur les small caps, vous allez avoir une revalorisation du portefeuille d'à peu près ces montants-là, ajustés de la baisse des BPA qui serait liée à des incertitudes économiques. Au niveau de la market cap, c'est un vrai fonds micro-cap, ce qui est assez différenciant. La plupart ont tendance à avoir des market cap plus élevés. Nous, la market cap moyenne est de 244 millions. Un mot sur les incertitudes macroéconomiques et surtout géopolitiques avec les tarifs douaniers et ce qui se passe avec M. Trump. On voulait mettre en avant l'exposition assez faible aux États-Unis du portefeuille. Le fonds est principalement, le chiffre d'affaires des entreprises en portefeuille est à peu près 75% généré en Europe et seulement 9% en Amérique. Et si on divise cette partie, donc en Amérique entre les produits et les services, 6% est sensible aux tarifs douaniers dans notre portefeuille et le reste, c'est plutôt des services. Donc une exposition assez faible aux incertitudes économiques américaines avec les tarifs douaniers et l'effet dollar. Le fonds aussi a une résilience, on en parlait avant, et on le voit aussi par rapport à sa position de cash net. Donc les 44,4% du portefeuille est en cash net, donc c'est des entreprises qui ne sont pas endettées et qui ont des possibilités de réinvestissement en faisant de la croissance externe ou en réinvestissement dans ces procédés. Et c'est ça quelque chose qui est important. Et par rapport à l'Eurostoxx Small, c'est jusqu'à plus de 2 fois supérieur. Au niveau des marges nettes, par rapport à l'Eurostoxx Small, c'est une entreprise, ce sont des marges qui sont un peu plus élevées, ce qui remonte une certaine absorption des chocs dans les périodes d'incertitude. Je vais laisser Romain, notre analyste gérant, parler des principales convictions et je reviendrai pour la conclusion. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter 4 de nos plus fortes convictions à travers 4 thèmes et qui vont aussi permettre d'illustrer la méthode de gestion dont a parlé Edwin précédemment. Donc pour commencer, la première, Ala, dans la défense, thème d'actualité, première position depuis presque 2 ans au sein de notre fonds. Ala, c'est une entreprise italienne située près de Rome. Concrètement, elle dessert 2 secteurs, la défense et l'aéronautique. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne des services de logistique et elle fait de la distribution de pièces de rechange. Ce qui est important à retenir chez Ala, c'est que son service qu'elle propose dans ses boîtes de défense qui sont très exigeantes sur les timings et sur la fiabilité des pièces, c'est justement des centres logistiques qui sont situés en moyenne à 30 minutes de leurs clients avec une fiabilité qui est garantie par Ala. Il faut savoir que c'est des pièces à forte valeur ajoutée, donc forcément, il y a des contrefaçons et le total des coûts que Ala peut économiser à ses clients peut aller jusqu'à 30% dans le meilleur des cas.
Ce qui fait que l'attraction dans ce domaine a été assez importante récemment. Et cette traction, elle a été illustrée même avant les affaires avec la défense qui a explosé, dès début 2024, quand Dassault Aviation a signé un contrat assez important avec ALA de 45 millions d'euros récurrents annuels, ce qui représente à peu près 15% du CA total de l'entreprise. Encore une fois, pour revenir sur visibilité, un critère important de notre modèle, les contrats dans le logistique, comme je viens de le dire, ne sont pas isolés avec Dassault Aviation, c'est des contrats pluriannuels. Donc, on a une visibilité qui est assez importante sur la croissance et le CA à venir. Là, c'est aussi 12% de marge d'EBITDA depuis près de 5 ans, mais le management nous a indiqué, après les discussions, qu'elle pourrait tendre vers 16% à plus long terme, justement grâce à ces contrats pluriannuels qui sont mieux margés et aussi à une intégration verticale avec quelques acquisitions, typiquement comme ils l'ont fait en 2022. Là, du coup, c'est un secteur qui est en forte croissance, des marges en amélioration, une bonne visibilité, une génération de cash qui permet de maintenir la dette nette inférieure à une fois l'EBITDA malgré quelques acquisitions, et malgré une performance de 200% depuis le début de la position dans notre fonds, 8,4 fois l'EBITDA 2025, contre des comparables dans la défense qui sont plutôt autour de 12, voire de 14 actuellement. Donc ça illustre parfaitement bien notre méthodologie de gestion. Et au sein même de la défense, je voulais juste vous parler de quelques petites autres valeurs qui sont exposées à différentes thématiques. Donc on a ALA dans la logistique, mais on a Sicor dans l'électronique, MS International dans l'armement, Cyberoo dans la cybersécurité et CEO Electronics dans les équipements de communication pour les soldats. Donc on cherche toujours, même au sein d'un même thème, un peu de diversification. Je continue donc sur le deuxième thème, la digitalisation, le thème le plus important au sein de notre fonds, avec une exposition totale de 25%. DHH, c'est une entreprise qui fait de l'hébergement web. Tous ces services sont des services sous forme de souscription, ce qui permet de dégager en fait quasiment 100% de CA récurrent. Ça veut dire qu'on a une visibilité quasiment totale sur l'entreprise, sur sa performance de cette année et même de l'année prochaine. DHH, c'est une entreprise italienne qui fait 10% de croissance organique de manière générale et 10% de croissance externe par an. En fait, cette croissance externe, c'est justement un des points les plus importants pour DHH, parce que depuis 2015, c'est près de 18 acquisitions qu'ils ont fait, soit près de 2 par an. Un excellent track record. Et malgré ces 18 acquisitions, on peut remarquer deux choses. Une marge d'EBITDA qui est excellente et qui tient très très bien, 32-34% sur les 4 dernières années, et une dette nette inférieure à 0,3 fois l'EBITDA, ce qui est extrêmement faible comparé au nombre d'acquisitions qu'ils ont pu faire. Le secret de DHH, c'est qu'ils sont extrêmement forts en Europe de l'Est et en Italie. Ils se battent certes avec des Amazon ou des Aruba qui sont bien plus importants, mais leur secret, c'est aussi d'être beaucoup plus local et de la proximité aux clients, de permettre de proposer des solutions customisables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elles continuent de gagner des parts de marché en Europe de l'Est, qui est un marché déjà mal desservi par ces géants, et en Italie. Et même maintenant, ils cherchent, d'après nos discussions, à se développer en France et en Espagne. Donc, pour résumer encore une fois, DHH, on retrouve de la visibilité, de la croissance passée et à venir, un excellent track record qui démontre de sa qualité, une dette totalement maîtrisée, et encore une fois, on retrouve des valorisations, 8 fois l'EBITDA 25, contre des comparables dans le domaine, qui sont autour de 15 à 19 fois l'EBITDA. On s'en sort plus grand, mais ça ne justifie pas une décote de plus de 50%. Encore une fois, dans le thème digitalisation, on continue dans notre petite diversification interne. Donc, on voit qu'on a aussi du Performance Technologies, une entreprise grecque dans le domaine de services aussi IT dans le stockage et la sécurité de la data. On a Init, qui est une entreprise allemande dans la digitalisation, mais des transports en commun, qui est un secteur qui connaît beaucoup de traction en ce moment. Sysdata Group, développeur de logiciels en Italie, dont on a participé à l'IPO et qui a déjà fait plus de 90% de performance en moins d'un an. Et Neurone, une entreprise qui est des plus qualitatives, qui a toujours surperformé son secteur avec des croissances de 10%, là où son secteur, dans des situations plus difficiles, restait entre 0 et 5%. Pour continuer, je vais vous parler encore une fois d'un thème qui nous tient à cœur, l'énergie et l'électrification, un thème d'actualité, notamment, comme on l'a vu avant-hier ou hier en Espagne avec la coupure de courant. Donc, la grid, le réseau électrique
extrêmement importante. Et on est exposé à ce genre de thématiques à travers différentes entreprises. Mais là, tout de suite, je vais vous parler de Dominion. Global Dominion, c'est une position assez récente, mais au final, qu'on a commencé à étudier il y a longtemps. Ça fait près d'un an et demi qu'on fait des rencontres assez régulières avec le management. Pour vous parler de l'entreprise, en soi, il y a deux grandes business units. La première, c'est des services d'opération et de maintenance dans l'énergie et la télécommunication, qui sont similaires à un SPI au final. Et la deuxième business unit, c'est le développement de projets clés en main pour leurs clients. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner leurs clients de l'obtention des permis jusqu'à la construction et au final délivrer le projet final. Ce qui est important à savoir pour Global Dominion, c'est que ils ont cédé leur activité, ils ont fait une restructuration en 2023 et 2024 de leur activité à moindre valeur ajoutée. On observe depuis 2018 un mouvement de la marge de 6,7% à 13% l'année dernière, donc une forte augmentation qui prouve que justement ce focus sur les sessions à forte valeur ajoutée fonctionne. Ce focus, il est principalement sur la partie opération et maintenance dans le domaine de l'énergie, dont on a un besoin critique. Encore une fois, il faut être illustré par ce qui s'est passé hier. En dehors de ça, du coup, l'opération et maintenance, c'est 5% de croissance organique par an. Donc, avec des marges qui sont en amélioration, le management, encore une fois, nous a dit qu'il pourrait tendre jusqu'à 15% à moyen terme. Donc, on a encore cette amélioration des marges. Et il y a un point extrêmement important à soulever pour Global Dominion, c'est que en fournissant ces solutions clés en main pour leurs clients de projet, ils ont acquis de l'expérience, ils ont plus de 26 ans d'expérience dans le domaine. Ils ont décidé de produire pour eux-mêmes quelques assets qu'ils vont commencer à vendre. Le pipeline, c'est 2,9 gigawatts de projets d'énergie renouvelable et c'est à peu près 200 mégawatts qu'ils voudraient vendre par an. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, 200 mégawatts, c'est à peu près en solaire 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, c'est la moitié de la market cap actuelle de l'entreprise. Donc si on résume encore une fois l'activité, on a une activité qui est en croissance, avec des marges en amélioration, encore une fois, du cash qui est généré par cette activité de manière assez importante, une valorisation extrêmement faible, 4,1 fois l'EBITDA et 10 fois le PE, quand un SPI est auprès du double, et surtout, encore une fois, un potentiel du côté de la vente de ces projets, de l'optique de 200 millions d'euros par an, ce qui est énorme pour l'entreprise. Encore une fois, pour résumer la thématique au sein du fonds, donc on a Dominion pour le développement de projets et un SPI, mais on a aussi Artech qui est spécialisé dans la maintenance de la grid, très important, Altea dans les batteries, SIF dans l'éolien et Lehman Systemi dans le solaire. Et enfin, pour vous parler du dernier thème au sein de notre fonds, le thème infrastructure, aussi très important pour nous, particulièrement en Italie. On voulait vous parler de ICOP. ICOP, c'est une IPO qu'on a fait également en juillet 2024, qui a extrêmement bien performé, plus 70% depuis le début de la position. ICOP, c'est une entreprise donc italienne qui est spécialisée dans les fondations et les microtunnels. Les microtunnels, c'est un système qui permet de ne pas faire de tranchées typiquement pour tendre des câbles sous les routes ou sous les bâtiments, mais de déposer un système qui va creuser et poser le tour des câbles directement sous terre, ce qui permet en fait une économie de coût pour le client et une économie au final de consommation de CO2 de près de 40%. Donc tout bénéfique et surtout qui bénéficie des tendances actuelles. ICOP, c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est 100 ans d'expérience, fondée en 1920, et c'est surtout la première à avoir introduit les microtunnels en 1990. Donc une expertise clairement approuvée. Cette expertise dans le microtunnel est très importante. La marge d'EBITDA dans ce domaine, étant particulière, est bien plus importante que dans les fondations classiques, autour de 26% contre 15% dans son marché classique. Qu'on retrouve donc dans ICOP et qui nous intéresse particulièrement, c'est une entreprise qui a un carnet de commandes de plus d'1 milliard, qui couvre donc largement plus de 2 ans d'activité, vu qu'ils ont fait 280 millions de CA l'année dernière. C'est aussi ce carnet de commandes, c'est aussi une expertise qui est historique et approuvée. Je vous ai parlé de ces 100 ans d'expérience, mais ils ont notamment travaillé sur le métro de Paris, ils ont aussi travaillé sur le métro de Copenhague, et au final, ils ont aussi travaillé sur le port de Trieste, sur lequel ils pourraient débloquer cette année 300 millions d'euros supplémentaires pour leur backlog. Donc encore une fois, une visibilité extrêmement importante. Et dans cette visibilité, le management nous a dévoilé un plan qui prévoit une croissance sur ces BPA de 30%
sur les 3 prochaines années. Donc c'est une entreprise qui a en plus fait son IPO pour une raison particulière, c'était pour s'introduire aux US à travers une acquisition qu'ils ont faite au début de cette année, et qui représente 110 millions d'euros de CA, donc 30% du groupe actuel. Mais c'est surtout, malgré cette acquisition structurante, une dette nette inférieure à 1,5 fois l'EBITDA, une très forte génération de cash, et surtout la possibilité de créer des synergies en apportant ce savoir-faire des microtunnels aux US, où la demande dans l'infrastructure est très forte. On estime que la croissance du marché là-bas est de près de 7%. Tout ça, pour résumer, encore une fois, visibilité, croissance, marge forte, synergie à créer avec l'acquisition, et tout ça pour des valorisations de 4,2 fois l'EBITDA malgré son parcours actuel, et 9,5 fois le PE, ce qui nous reste encore totalement dérisoire et qui nous laisse penser qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour cette entreprise. Au final, dans l'infrastructure italienne, on est aussi beaucoup investi dans Riway, qui est l'une de nos principales positions que vous pouvez voir juste en dessous. Typiquement, Riway, c'est aussi une entreprise qui bénéficie beaucoup des tendances actuelles sur l'infrastructure en Italie, notamment avec l'effondrement du pont de Gênes, qui a relancé et qui a mis un coup un peu à l'État italien pour relancer beaucoup de plans d'infrastructure, et dont Riway, ICOP et ESF et Obali, au final, en bénéficient. Voilà. Je vous laisse maintenant la conclusion avec Guildford. Merci Romain pour cette topic qui nous tient à cœur. Pour conclure, et après on passera avec les questions et je laisserai Jules gérer un peu tout ça. Abacus Discovery, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds de microcap qui est un des seuls fonds qui est positionné sur un segment encore très peu connu par le segment d'activité. C'est un fonds qui a une exposition Europe du Sud, ce qui le rend unique. C'est une stratégie aussi buy and hold avec des entreprises qui sont acycliques, où on peut être plus à l'aise dans les moments d'incertitude. Et c'est un fonds qui a aujourd'hui des valorisations extrêmement basses. On est à 5,9 fois l'EBITDA, alors qu'on a des croissances de BPA à plus de 20% sur cette année et de 18% l'année suivante. Donc vous avez vraiment, en termes de valorisation, je crois que dans toute ma carrière, j'ai jamais vu des perspectives aussi intéressantes sur ce segment d'activité. Ce qui, on pense, pourrait changer la donne et retrouver un peu d'intérêt sur ce segment, c'est la baisse des taux. Le premier point qu'on a pu voir, par exemple, en fin 2023, on a eu une baisse des taux importante, ce qui a fait monter le fonds de plus de 10%. Donc, on sent que les small caps sont assez sensibles à ce segment d'activité. Des valorisations bien sûr très basses, un plan de relance européen massif et aussi des intérêts sur l'Europe comparé aux États-Unis et sans compter bien sûr le côté national ou local de ces small caps qui sont peu impactés par les incertitudes géopolitiques d'aujourd'hui.